Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de l'Alambic-Curieux. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de m'arrêter dans la région de Huelva, tout proche de Séville, pour te parler du vin qui est élaboré ici, qui a une histoire assez intéressante. Les premières traces écrites de la vinification remontent à l'époque de la Reconquistada de l'Empire chrétien sur l'Empire musulman qui peuplait à l'époque la région andalouse. On fait un vin plus ou moins qualitatif qui est essentiellement bu et consommé dans la région, donc pas d'export à l'étranger. Donc c'est un vin qui est encore pas très connu. Il faudra attendre le 15e siècle lorsque l'Empire ottoman colonisa la Grèce, les marins anglais et néerlandais ne pouvant plus s'approvisionner dans les ports grecs, ils ont dû trouver une autre option plus proche et plus sûre pour eux. C'est donc vers le port de Séville que les marins anglais se tournent. Mais c'est quelques années plus tard que la vraie notoriété du vin se fera. Le port de Huelva était le point de départ idéal pour les caravelles de Christophe Colomb et donc naturellement la région a rempli les cales de nourriture et aussi de vin. Et c'est pour ça que quelques années après, les consommateurs de ce vin l'appelleront le vin de la découverte. Bon, après cette petite interlude historique, on va aller rejoindre Mario. Il va nous faire visiter sa vigne et sa bodega et nous expliquer un petit peu comment il travaille. Vous allez voir, il a des façons de procéder qui sortent un petit peu du commun et c'est justement ça qui va nous intéresser. Bon allez, on se retrouve là-bas, je vais vous expliquer comment il fait. Ça y est, je vois le village de la Palma qui au loin apparaît. On peut facilement remarquer les vignes qui sont dispersées au milieu des orangers et des oliviers. Ceci est expliqué par le fait qu'il y a de moins en moins de vignerons dans la région et que d'autres cultures sont privilégiées. En arrivant à la bodega, Mario nous accueille. Ici, il travaille qu'avec sa femme. Ils ont chacun un deuxième travail à côté, mais par passion et par tradition familiale, ils cultivent la vigne. Anna vient de la région et lui du centre de l'Espagne. Ils se sont rencontrés lors d'un voyage en Bourgogne et quelques années plus tard, en 2008, ils commencent à faire du vin. L'idée pour eux est de faire un vin bio. Ils ont même été le premier domaine bio de la région. Ici, pas question de machine, on fait tout à la main. Propose d'aller dans l'arrière-cour pour faire la suite de la visite. C'est donc sans surprise que je découvre ces deux petits pressoirs manuels qu'il utilise pour ses vendanges, les mêmes qu'on pouvait retrouver en Bourgogne ou dans le Beaujolais il y a quelques années. Pour le temps des vendanges, il fait appel aux jeunes du village. Et comme ici, après 14 heures, il n'est pas question de vendanger, les jeunes s'attellent et se mettent à presser le raisin. Plus il continue à m'expliquer sa façon de travailler, plus je comprends que sa philosophie se rapproche des vins nature. Faire du vin nature, c'est retourner à l'essence même de faire du vin. Ici, pas d'agents chimiques, on presse le raisin et on laisse faire la nature. Le paradoxe survient quand on se rend compte que le nom du vin, Condado de Huelva, lui est refusé alors qu'il est le seul à réellement perpétuer les traditions des vins bu par Christophe Colomb. En nous invitant à aller visiter son lagar, il nous explique que le vin n'est pas une affaire de rentabilité, mais bien de temps. Nous voici arrivés dans la salle où la magie opère. 2 cuves en inox pour lancer la fermentation et 4 jarres en argile pour l'élevage chou-fleur.
L'élevage sous fleurs est un procédé traditionnel de la région andalouse qui a pour but de faire vieillir du vin sous une fine pellicule de levure qui se développe à la surface du vin. Il le protège ainsi de l'oxydation et se nourrit de l'acidité du vin pour ne laisser que le goût si particulier de noisette. En nous parlant de ses expérimentations, il décide de nous en faire goûter quelques-unes. Ici, il essaye une nouvelle recette de vin orange. Pas le vin d'orange qui est produit dans la région de Huelva et qui consiste à faire macérer des peaux d'orange dans de l'alcool et rajouter cet alcool au vin jeune, mais bien le vin orange ou vin blanc de macération. Pour celui-ci, le principe est de faire macérer un vin blanc avec la pellicule du raisin afin d'extraire certaines molécules aromatiques. Cette nuance crée parfois des quiproquos. Lorsque je lui demande s'il a plus d'histoires ou d'anecdotes à nous raconter, il me propose d'appeler son ami professeur à l'université. Ce dernier se passionne pour l'histoire des vins andalous, mais malheureusement il ne sera pas disponible ce jour-là pour nous recevoir. Il est temps pour nous de passer à la crianza, là où sont rangés les tonneaux pour faire vieillir le vin. C'est un peu la salle du temps dans Dragon Ball Z. Ici, le vin se bonifie avec le temps. Les tonneaux donnent leur arôme au précieux liquide. Du chêne américain pour des notes de vanille et de chocolat. Du chêne français pour des arômes de beurre et de pain grillé. Mais je t'expliquerai plus en détail le rôle du fût dans une prochaine vidéo. Mario nous explique que la cave a été construite avec les pierres de son village. Il aime à dire que le vin est fait dans le comté de Huelva et vieilli à Castilla de León, sa région natale. C'est pour lui le moyen de mélanger deux cultures dans un seul et même flacon. Mario continue en nous expliquant qu'il ne fait que 4 vins ici. 2 vins blancs de macération, faits avec un raisin appelé le listan. C'est un cépage local. Ces 2 vins sont ensuite élevés sous fleurs dans les jarres en argile que nous avons vus avant. Puis vieillis 3 ans, l'un dans un fût de chêne américain, l'autre dans un fût de chêne français. Ce qui permettra de créer 2 vins complètement différents. Le troisième est élaboré à base de Zalema. Lui aussi est un cépage local. Ce vin ne séjournera que 10 mois dans les jarres en argile, avant d'être mis en bouteille, puis bu. Est-ce que tu as remarqué les coquillages posés sur les fûts? Mario m'explique qu'il en met un en dessous, un au-dessus, et que cela a pour but d'équilibrer le vin. Bien sûr, cela n'est pas prouvé, mais bon, ça ne coûte rien d'essayer. On le faisait déjà dans l'ancien temps, alors pourquoi ne pas continuer? Je remarque de petites bouteilles la tête en bas un peu plus loin dans la cave. Il m'explique qu'il aimerait faire un vin mousseux avec la méthode des champagnes, mais à boire comme une bière. Une idée marketing qui m'a fait assez rire. Il vend son vin mousseux sous le même conditionnement qu'une bière. Ainsi, les gens trompés par le packaging trinqueront avec son vin plutôt qu'avec une bière. Where are the cups? Après la visite de la bodega, il est temps pour nous d'aller à quelques kilomètres du village pour voir où est produit le raisin. Nous voici arrivés dans ces vignes. 5 hectares de terre qu'il cultive tout seul, à part durant les vendanges où il est aidé par quelques jeunes du village. Ici, les produits chimiques sont proscrits. Il travaille avec des produits naturels pour protéger la vigne des maladies. Il me dit qu'il se forme encore pour travailler le sol avec le calendrier lunaire. Il utilise sa vigne pour faire des expérimentations. Il teste des conseils donnés par des amis vignerons, de nouvelles techniques apprises lors de formations. Pour combattre le mildiou, une maladie de la vigne, il utilise une macération d'ail et d'alcool. Pour enrichir la vigne, il utilise du compost acheté dans une ferme locale. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'il n'a que très peu d'outils pour travailler le sol ou la vigne. Une petite remorque électrique et de quoi travailler le sol, mais toujours manuellement. C'est un travail de longue haleine qui l'attend tout au long de l'année, plan après plan, rang après rang. D'ailleurs, cela me rappelle un dicton. Le vin est souvent le reflet du caractère de celui qui le fait. Nous voici arrivés à terme de la visite.
Il est temps pour moi de lui demander sa définition d'un bon vin, car qui de mieux placé qu'un vigneron pour nous parler de bon vin? The better wine that you can drink is the wine that you feel happy when you drink it. Just anybody can tell you this is a great wine. No. If you drink it and it doesn't feel you anything, it's not a good wine. The better wine is the wine that you feel happy when you drink that. Donc, sur cette conclusion, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que l'épisode t'aura plu. On se retrouve à la semaine prochaine. Ciao!